Bonjour tout le monde. Je reviens d'un entraînement. J'ai terminé environ une heure une tempo progression run. C'était très glissant dans les rues en fait. J'ai même eu le droit à du verglas ou du grésil intense. La surface était pas déneigée dans mon village. C'était slidant, glissant, pas à peu près par moment. Puis ça tombe bien parce que c'est aujourd'hui que je fais petite capsule vidéo qui va être assez longue, mais j'espère que ça en vaudra la peine, sur le sujet des souliers l'hiver. Est-ce qu'on devrait porter autre chose que nos souliers qu'on porte le restant de l'année? Ben, j'annonce tout de suite ma couleur. La réponse c'est non. Puis je sais que c'est pas la réponse que vous voulez entendre, puis que vous pourrez écouter Samuel pour entendre ce que vous voulez, mais moi, je vais vous proposer une autre perspective, puis je vous l'annonce tout de suite, je parle à votre intelligence. Puis si vous voulez balayer du revers de la main ma réponse, ben vous pourrez pas y arriver sans me proposer des arguments rationnels et logiques, parce que là, je vais parler à votre tête. Bon. Pourquoi est-ce qu'on porterait un autre soulier l'hiver? Il y a deux volets à ça. Il y a un volet relatif aux blessures, puis un volet relatif aux performances. Commençons par le volet blessure, parce que la plupart du temps, quand quelqu'un va s'acheter un soulier, dans le but de l'utiliser particulièrement spécialement l'hiver, c'est dans l'optique de réduire son risque de blessure. Puis par blessure, l'hiver, on entend souvent des chutes. Parce que la crainte des gens la plus fréquente c'est de tomber en courant. Ben là, vous allez devoir sortir la calculatrice parce que si vous voulez me répondre, vous allez devoir faire des calculs pour me montrer que les miens sont pas bons. Mais je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est une fausse crainte que la crainte de tomber en courant l'hiver. Je vais me prendre comme exemple. On discutera de si mon exemple est un bon exemple représentatif de tout le monde après. Moi, j'estime que je tombe 1 à 2 fois par hiver. Puis je vous dis, je porte aucun soulier particulier pour l'hiver. Disons 2 fois, on va y aller au pire. Mais là, reconnaissez quand même que je fais un genre de 2500-3000 km par hiver, hiver étant de novembre à avril, que j'en suis à mon 28e, 27e hiver, donc grosso modo, là, ça fait à peu près 50 000 km que je fais durant l'hiver dans ma vie. Et si j'ai tombé 2 fois, faut donc conclure que je suis tombé une cinquantaine de fois l'hiver en courant. Puis là, vous allez peut-être me dire, c'est quand même beaucoup tomber 50 fois. Ok, mais je vous rappelle que c'est sur plus de 25 ans. Puis que c'est sur une moyenne au-delà de 100 km par semaine. Si vous courez moins que ça, moi, écoutez, 50 fois en 50 000 km, ça veut dire que je tombe une fois aux 1000 km. C'est aussi simple que ça, à peu près. Ben vous, si vous courez la moitié, si vous êtes à 50 km par semaine, ça veut dire que raisonnablement, vous allez tomber une fois par 2000 km. Puis là, vous pourriez dire, oui, mais c'est parce que moi, je suis doué. Moi, je tombe pas. Moi, là, vous pourriez penser que moi, Robin, j'ai un talent pour pas tomber. Ouf, détrompez-vous. Vous avez fait des courses de trail? Moi aussi, j'en ai fait. Pas beaucoup, mais une dizaine. Ben, il n'y a aucun trail où je n'ai pas fini avec quelques parties de mon corps en sang. Les genoux, les chevilles, je suis toujours tombé dans les racines, dans les roches en trail. Puis là, vous allez dire, oui, mais c'est parce que je suis super agressif. Là. Je suis dans la version compétitive kamikaze qui se lance dans les descentes quasiment les yeux fermés. Ben oui, peut-être. Je vous l'accorde. Je suis un peu kamikaze. Parce que oui, bon, ok, j'y vais agressif. Donc, si vous êtes ni plus ni moins doué que moi, mais que vous êtes de nature un peu plus prudente parce que vous aimez moins ça vous casser la gueule, ben ça veut dire que vous allez tomber moins que moi. Je suis pas doué pour pas tomber, là. Donc, mettons que vous vous ramassez au sol une fois par 2000 kilos. C'est probablement moins que ça. Là, si je considère les 50 fois où je suis tombé depuis que j'ai commencé à courir, à 25 ans, combien de fois est-ce que ça a été une chute qui a emmené un problème, une blessure grave? Puis là, j'entends pas grave à l'hôpital, j'entends juste grave. Ça m'a obligé à prendre une semaine ou deux de repos. J'ai recensé les occurrences de ça, puis c'est arrivé 2 fois. Puis je vous le rappelle, si moi, ça m'est arrivé 2 fois en 50 000 kilos, probablement que vous, ça serait une fois en 50 000 kilos,
Combien de temps ça va vous prendre pour courir 50 000 kilos? Pour la plupart d'entre vous, on parle au-delà de 20 ans. Ça fait plus un gros risque. Puis là, on va clouer l'affaire. Savez-vous quoi? Les 2 fois où je suis tombé, durant toutes ces 2,5 décennies-là, peu importe ce que j'aurais eu dans les pieds, je serais tombé pareil. T'sais? C'était un cas de force majeure, une plaque de glace ou quelque chose qui, peu importe ce que j'aurais porté, m'aurait fait virevolter dans les airs pour me ramasser et avoir mal au sol. Toutes les autres fois, que j'ai porté quelque chose ou pas, ça n'a pas fait une douleur suffisante pour être un problème. Donc, tu sais, mathématiquement parlant, là, le risque de chute grave, à moins que vous ayez de l'ostéoporose à 75 ans, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, c'est pas un risque très élevé. Au football, au rugby, au soccer, au basketball, dans tous les sports d'équipe, ça tombe tout le temps. Je veux dire, quelqu'un tombe plus dans un match de football que ce que vous allez tomber dans toute votre carrière comme coureur. Vous allez me répondre, oui, mais au football, ils s'y attendent, puis ils ont de la protection peut-être. Mais pensez-y quand même 2 secondes, on est fait peureux et fragile en course à pied. Donc, dans le problème d'avoir peur de tomber, le problème, c'est pas le tomber, c'est le avoir peur. Puis si je suis en train de vous dire quelque chose que vous aimez pas, c'est parce que votre peur est élevée. Mais là, dans ce cas-là, travaillez sur votre peur. Puis rappelez-vous ce que je viens de vous calculer là. Mathématiquement parlant, ça dit ce que ça dit. Les chiffres, objectivement, sont flagrants. Le risque n'est pas très élevé. Puis en plus, moi, je fais même pas attention à où je cours, là. Si vous êtes plus prudent que moi, vous allez vraiment pas tomber souvent. Bon. Donc, ça devient un problème relié à la performance. Mais avant ça, au niveau des blessures, il y a quelque chose d'autre qui pourrait, l'hiver, engendrer des blessures. Ce que je vais appeler des blessures d'élongation. C'est-à-dire, par exemple, tu cours sur une surface glissante, puis là, tu fais un mouvement, tu overreach, tu envoies ta jambe plus loin en arrière que d'habitude. Ça, c'est vrai que ça me fait plus peur. Mais vous savez quoi? En bas de 15... Avant 15 km/h, 14 au moins, l'amplitude de mouvement n'est pas assez élevée pour être au-delà, même en faisant un mouvement qui, en un coup, est au-delà parce que vous avez glissé de votre range of motion, votre amplitude habituelle. À moins d'arriver à cette vitesse-là, votre mouvement n'est pas assez ample pour risquer une élongation si vous avez une flexibilité normale. Autrement dit, vous n'ouvrez pas l'angle au niveau de la hanche assez pour que si ça ouvre un peu plus, ça aille au-delà de votre capacité des muscles, des tendons, des ligaments d'absorber le petit quelque chose de plus. À moins que vous soyez raide comme une barre, pas de flexibilité du tout. Mais si c'est le cas, magasinez-vous pas d'autres souliers pour éviter les quelques fois où vous allez comme ouvrir un peu plus que pas beaucoup, étirez-vous pour aller chercher ce qui vous manque, ça va être bon dans votre vie en général. Le secret, c'est pas un soulier magique, là, c'est d'aller chercher vos éléments de flexibilité et de souplesse qu'on devrait normalement rencontrer, avoir, ça fait partie de votre condition physique. Donc si le problème, c'est la flexibilité, puis si vous êtes à 15, 14, 15, 16 km/h, ou plus, même 17, 18, 19, j'avoue que là, sur une surface très glissante, il peut y avoir de risques de micro-élongation. Surtout au niveau des fléchisseurs de la hanche. Mais ces rares fois-là que ça arrive dans l'hiver, je vais vous dire, faites l'entraînement sur le tapis roulant ou sur une surface intérieure, sur une piste ou juste sur le seul rang d'asphalte qu'il peut y avoir dans votre secteur. Bon, donc quelquefois, il va falloir faire autrement. Mais la majorité des gens à qui je parle en ce moment ne courent pas à 15 km/h. Donc, si vous êtes à 12 km/h, votre amplitude de mouvement est telle qu'il y a encore beaucoup de marge pour que, dans quelques faux mouvements, vous étiriez davantage vers l'arrière avant de susciter une élongation. Puis si le peu que ça demande vous en suscite une, c'est parce que vous manquez de flexibilité, vous devriez travailler là-dessus bien avant d'autres choses. Donc, on vient de régler la question des blessures. Il nous reste à régler la question de la performance, parce que c'est l'autre raison pour laquelle on pourrait avoir des souliers particuliers l'hiver. Puis là, je vais devoir non pas vous présenter quelque chose de mathématique, mais vous demander un peu plus de confiance. Il s'avère que pendant 15 ans environ, j'ai tous les dimanches matin
fait des entraînements l'hiver avec un groupe Kalenjin Profondeur de coureurs assez compétitifs, moyenne de filles autour de 39-40 minutes au 10 km, puis les gars, c'était plutôt des 35 en moyenne minutes sur 10 km pour donner un ordre de grandeur. Donc, c'était des athlètes relativement performants. Puis on avait un classement tout l'hiver, cumulatif, parce que même si c'était des entraînements, c'était quasiment des mini-compétitions intra-club à chaque dimanche matin. Donc, pour tirer son épingle du jeu au fil de la saison hivernale, il fallait évidemment faire des choix. Avant chaque entraînement, il fallait décider quels vêtements on allait porter, puis quels on allait discarter à quel endroit sur le parcours pour finir sans surchauffer. Donc, il y avait des petits détails comme ça, est-ce qu'on allait prendre ou pas des gels en cours de route, si oui, comment. Tu sais, c'était le genre d'entraînement où il fallait faire attention aux détails si on voulait avoir une chance de s'en tirer avec pas trop pire dans le classement d'équipe. Et évidemment, les souliers étaient un enjeu, un facteur majeur. Puis on était sur des parcours différents, puis les conditions hivernales changent tout au long de l'hiver. Donc, les choix de souliers pouvaient faire une différence. Puis je peux pas vous dire que c'était pas vrai. Quelqu'un pouvait faire un meilleur choix de souliers qu'un autre. Par contre, en 15 ans de Progression Run, jamais, j'insiste, jamais, pas une seule fois j'ai vu quelqu'un dans notre groupe gagner une de ces tranches des entraînements d'équipe du dimanche matin parce qu'il y avait une chaussure de type hivernal. Puis là, j'entends par type hivernal, là, les patentes, vous en avez pas derrière moi. Vous avez presque la totalité de mes chaussures que j'utilise. Il y en a qui ne servent pas souvent ici, là. Il n'y en a aucune de ce type-là. Moi, ce que j'entends par là, c'est les modèles Salomon, Merrell. Il y a des marques qui font beaucoup de la bottine de randonnée puis qui se sont mis dans la chaussure de course il y a quelques années, là. Puis c'est des souliers assez costauds, en termes de volume. C'est des souliers assez pesants avec des bons crampons. Il y en a qui ont même des guêtres intégrées. Je ne vais pas vous encourager à acheter ça. Pourquoi? Parce que pour la performance, c'est trop lourd. Là, si vous voulez savoir c'est quoi l'effet sur la performance, vous demanderez à Samuel de le calculer. C'est un peu biomécanique, cette affaire-là. Il y a une formation d'ingénieur, lui, là. C'est un poids au bout de votre bras de levier. Le poids qui est au pied, c'est l'endroit où le poids, quand il fait son oscillation, va être le plus dur à transporter. Donc, chaque gramme de chaussure a son importance. Peut-être pas chaque gramme, mais il est grosso modo convenu que c'est environ 3 grammes, 3 secondes par 100 grammes par kilomètre. Donc, si vous passez d'une chaussure, pour dire quelque chose, de 350 grammes à une chaussure de 200 grammes, je parle d'un seul soulier, ben vous allez sauver 5 secondes. Sur 2 chaussures, probablement quelque chose comme entre 5 et 10. Puis si vous passez d'un soulier de 200 à 150 grammes, ce qui est vraiment rare, vous allez sauver un autre 2-3 secondes. Là, vous allez me dire, oui, mais s'il n'y a pas de crampons, puis que la surface est glacée, je vous l'accorde, j'ai des chaussures ici qui seraient des mauvais choix. Exemple, il y a quelques semaines, j'étais allé à Chester avec Samuel, j'ai fait un tempo avec des Vaporfly. C'est une semelle lisse en arrière, en dessous. C'était pas le bon choix, mais la légèreté de la chaussure m'aurait quand même donné quelque chose de mieux si vous faites le calcul, là. Si je chauffe 3 secondes par kilomètre sur 25 km, c'est 1 minute, 2 minutes. Il n'y a aucun soulier de type trail avec une grosse bottine qui m'aurait permis, à cause de sa lourdeur, d'aller chercher la 1 minute et demie de perdu à cause de ça. Vous perdez infiniment plus, là. Vous êtes mieux de glisser un peu, de déraper, que d'avoir une chaussure extrêmement épuisante parce qu'elle est lourde à transporter. C'est pour ça que si j'avais à faire une course en hiver, je porterais probablement quelque chose comme ça. Ça dépend de la longueur. Si c'est un marathon, ce serait un petit peu trop agressif. Mais tu sais, vous savez, ça, c'est la soulier qui est faite pour un mile, pour un 1500 mètres. Tu sais, il y a quand même un peu de crampons en dessous. Une fois qu'il y a de la neige chez les crampons, trop tard, là. N'importe quel soulier devient pareil. C'est que c'est juste au début, hein, ou quand tu as la chance de scruncher un peu ta semelle sur l'asphalte pour enlever un peu de la neige. Mais je porterais ça en compétition.
J'ai ici mes souliers d'entraînement réguliers. Ils me font aller un peu moins vite quand ça glisse, c'est vrai. On cherche la bonne ligne de neige, puis il n'y a pas d'autre solution que d'apprendre à discerner c'est quoi sur une chaussée enneigée les meilleures lignes. Là. On sait, là, quand c'est brun, c'est généralement pas bon. Puis quand c'est blanc, 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 ça dépend de ce qu'il y a en dessous. Il y a un petit peu de crampon en dessous. C'est pas magique, mais ça peut faire l'affaire dans bien des cas. Si vous vouliez vraiment y aller agressif puis que vous avez des pieds en béton, allez-y avec un soulier de crosse. Il y a des clous en dessous, vous pouvez mettre des 9 ou des même des 11 mm. C'est juste que là, il faut que vous ayez des pieds solides parce que c'est tellement comme minimaliste, ça, cette affaire-là, qu'il n'y a pas grand monde qui survivrait là-dedans. C'est un soulier pour faire du cross-country. Je porterais pas ça l'hiver. Je l'ai déjà essayé. J'ai même déjà fait une compétition avec ça. Ça marche, mais comme je vous dis, il faut que vous ayez des pieds faits forts. Tant qu'à ça, tant qu'à être cohérent, regardez, ça, 120 grammes. Un peu de crampon en dessous. Ça pourrait être pas pire, ça, si c'était une compétition. Si je fais juste jogger, puis je m'en fous un peu de la vitesse, je vais porter ça. Regardez, ça, c'est mon plus lourd. C'est des Michelin, la semelle. Puis ceux qui vont dire ça a l'air léger comme soulier, ben moi, vous ne me ferez pas porter plus gros que ça, parce que là, j'ai trop conscience de ce que je vais perdre en termes de vitesse, que je ne serai pas capable de gagner par le surcroît de crampons que ça va donner. Il y a Innovate qui font quand même des souliers, la marque là, Innovate, avec beaucoup de crampons tout en étant quand même léger. C'est probablement la seule marque que je dirais est une exception à tout ce que je suis en train de vous dire là. Puis là, il y a plein d'autres souliers en arrière, mais c'est pas nécessaire d'en parler parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour chaque type d'entraînement, il y a un soulier possible. Puis la vérité, c'est que l'hiver, c'est les mêmes souliers. Puis si la surface est glissante, ben prenez peut-être dans vos alternatives similaires comparables. T'sais. Moi là, regardez, deux souliers de nature comparable pour une fonction similaire. Un jog normal, ben si une journée c'est un peu plus glacé, je vais porter lui plutôt que lui qui est comme beaucoup moins, on pourrait dire, en termes de crampons munis. Maintenant, vous allez peut-être me dire, oui, mais il y a des options pour donner des crampons à des souliers normaux. Il en existe essentiellement, je vous dirais, trois options. La première, c'est celle que vous ne voulez pas, c'est-à-dire des affaires qu'on peut accrocher en dessous de votre soulier. Des yak track ou des trucs en caoutchouc que tu peux comme insérer. Pourquoi vous ne voulez pas ça? Pour deux raisons. Un, ça marche mal. Ça bouge tout le temps, ça se déplace, ça tient pas bien. Perdez pas votre argent, mais si vous voulez l'essayer, je vous l'annonce tout de suite, vous allez comme perdre de l'argent, ça va finir dans votre garde-robe, vous les utiliserez plus, les mettrez plus. Ou ça fait un point de pression à un endroit trop localisé sur le soulier qui crée une douleur. C'est fait pour la marche, ces affaires-là. Tandis que notre pied, il roule. Ça fait quelque chose, là, que ce soit un spring ou que ce soit un pic. Quand tu roules ton pied sur quelque chose comme ça fait vraiment désagréable. C'est un truc à se blesser. Donc, puis en plus, ça grippe pas très bien. Donc, ces affaires-là qui existent sur le commerce, dans le marché, oubliez ça tant qu'à moi. L'autre option, c'est le do-it-yourself. C'est de prendre un soulier puis de mettre des vis en dessous. Samuel, il préconise ça. Je vais vous dire pourquoi je suis semi-chaud à l'idée. D'une part, ben, c'est sûr que ça massacre une paire de souliers, mais vous pourriez me dire à la quantité que j'ai, je peux bien en sacrifier une. Je vous ostinerai pas là-dessus. Mais ça pas sûr qu'il y a assez de semelle pour mettre un petit clou de 3 ou 4 ou 5 mm ou une petite vis en dessous de ça. Je suis pas sûr. Donc, je reviens au même problème. Il faut que je m'alourdisse le dessous du pied. Faites les calculs. C'est un poids au bout du bras de levier. Pourquoi les Kenyans sont plus vite? Il n'y a aucun marqueur physiologique qui a été trouvé à part un. Les coureurs est-africains qui sont plus rapides, ils ont 400 grammes de mollets de moins que nous, les Occidentaux, en moyenne. C'est le seul élément. Puis, vous savez quoi? Tous les coureurs de haut niveau ont des mollets à peu près de la même forme, du même gabarit que ces coureurs est-africains-là. Si vous voulez être un coureur de fond de haut niveau, vous allez devoir avoir des mollets fins et allongés et non des grosses massues. Pourquoi? Parce que le poids au bout du bras de levier est un déterminant majeur.
de l'économie de course, donc de la performance. C'est que vous ne me ferez pas grossir le soulier juste pour mettre des clous en dessous. Je sais que ce que je gagne d'un côté, je le perds trop à cause du poids de l'autre. Donc, il faudrait que je prenne un gros soulier. Est-ce que je vais sacrifier une paire de Vaporfly à 300 plus dollars pour mettre des clous en dessous? Non, je ferai pas ça. Si vous avez le budget, je trouve que ça pourrait être une bonne idée. Soulier léger avec une grosse semelle, puis vous mettez dans le super foam magique des clous. Là, si vous avez l'équipement, la Dremel, la drill, puis tout, puis que vous voulez faire ça, écoutez, je vous dirai pas que c'est pas une solution. Une fois que la neige va être pognée dedans, c'est comme n'importe quel autre soulier, ça va être trop tard, ça n'aura plus son bénéfice. Mais le temps que ça va faire, oui, d'accord. Oui, je l'accorde. Ça, je le concède. Mais là, on est rendu dans l'assez spécifique. Là. Même moi qui est un peu geek, je trouve que je suis rendu dans le plus zélé. Puis là, il reste une dernière option. Puis je vous le dis, ça marche. Moi, je le fais pas, mais ça marche. C'est du fort à ski de fond. Fartez vos souliers. Vous prenez une paire qui a pas beaucoup d'absorption. Pas d'absorption, excusez-moi, de grippe. C'est quelque chose de bien flat. Là. Vous mettez une couche d'après au début de l'hiver. Puis là, selon la météo, vous prenez le fort à ski de fond qui s'adapte à la température pour que ça soit collant. Puis vous fartez votre soulier avant de partir. Puis quand vous avez terminé, croche, vous en remettez d'autres. À la fin de votre hiver, le soulier il est scrap, il y a trop de colle, il y a trop de couches, vous l'oubliez, mais allez-vous vraiment faire ça? Hey, c'est vraiment prendre du temps. Je l'ai fait quelques fois, mais honnêtement, ça marche, là. C'est exigeant, là. Si vous le faites, vous avez tous mes hommages, félicitations, mais en même temps, le problème, c'est que vous courez avec plus qu'une paire de souliers, hein? Vous n'avez pas juste une paire de souliers. Donc, ça veut dire que vous allez devoir faire quoi? Sacrifier combien de paires de souliers pour combien de types d'entraînement pour porter chacun avec sa couche de fort que vous allez mettre à chaque fois en sacrifiant combien de paires durant l'hiver? On peut pas le faire sur juste une paire de souliers. Même affaire avec les clous d'ailleurs, hein? Donc, est-ce que vous allez avoir une paire pour l'hiver? Puis là, vous allez la porter peu importe quel type d'entraînement? Ben non, vous n'allez pas faire ça. C'est qu'il va falloir que vous mettiez des petits clous sur toutes les paires de souliers, puis il va falloir que vous preniez des paires de souliers avec une grosse semelle. Autrement dit, vous comprenez qu'au niveau de la pure performance, ça commence à être difficile. Ça demande un gros casse-tête. Honnêtement, moi je trouve que le secret de la réussite, il se situe pas là. Acceptez donc que vous allez perdre au pire 3-4 secondes, au pire 3-4 secondes par kilomètre. Puis c'est tout. Ça fera pas de vous un moins ou un meilleur coureur quand l'hiver va finir puis quand la neige va fondre. Bon. Puis d'ailleurs, comme je vous dis, en 15 ans de séance du dimanche matin avec une gang performante, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait fait quelque chose de vraiment particulier pour ses souliers, à part choisir une paire normale, mais qui est pas comme celle-ci, flat. J'en ai jamais vu un qui a gagné puis qui a fini en dominant les autres. C'est pas très déterminant. Moins qu'on pense. Puis au niveau des blessures, mais j'espère que je vous ai convaincu, le risque de chute assez mineur, puis le risque d'élongation il concerne juste un nombre restreint de coureurs. Donc au final, je vous dis pas de pas acheter différents types de souliers. Il en faut plein de genres. Mais est-ce qu'il en faut un particulier pour l'hiver? Non. Non. Voilà. Fait que je sais pas si ça vous réconforte ou rassure quand je vous dis achetez rien d'autre de plus. Mais je sais qu'il y en a qui vont comme dire ben non, il me faut quelque chose. Ben si vous pensez que votre inquiétude par rapport à ce qu'on a comme surface l'hiver est telle qu'elle est justifiée et qu'elle doit être rassurée par l'achat d'une paire particulière de souliers, je vais quand même vous convier à répondre à mes arguments ou à mes objections parce que je pense qu'ils sont assez sérieux. C'est que je sais que vous aimeriez que je vous dise achète tel type de paire de souliers parce que c'est super génial. Sur le marché, il y a telle affaire ou fais ça de telle façon. Mais je pense que j'ai fait le tour des options. Puis comme vous voyez, au final, il n'y a rien de merveilleux. Je pense que le mieux, c'est les souliers qu'on a d'habitude. Voilà. Bon entraînement.